lequel vous œuvrez. Notre conférencier suivant est le professeur Frédéric Castel, qui va nous entretenir de la religion au Québec et au Canada, pratique et perception. Alors, je vous ai dit, la biographie de Frédéric, vous l'avez dans le journal, dans la plaquette, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je voudrais quand même vous le dire. Frédéric, la première fois qu'on s'est rencontrés à la Confédération séfarade unie du Québec. Donc, chrétiens ont supposé l'être, musulmans ont supposé l'être, autres, de juifs ont supposé l'être, avec ses étudiants de diverses confessions. Et il m'a fait l'honneur de me demander de prendre la parole devant eux. Je l'ai fait pour mon corps à l'heure. Je ne suis pas encore revenu de la nature des questions qu'ils m'ont posées ce jour-là, qui m'obligent à réfléchir encore aujourd'hui. Mais c'est un exercice que je referai avec quelques précautions de plus, en lui laissant l'entière responsabilité de ces choses. Frédéric Castel, à vous la parole. Dans les débats que nous avons eus hier, je crois que ce qui était un petit peu latent, c'est la perception. Là, je vais prendre le nous de la salle. Nous, comment musulmans, nous sommes perçus. Et je ne suis pas musulman, là, je parle au nom de l'audience. Et puis, du malaise qu'il y a à voir, à entendre des commentaires publics qui, nécessairement, quand on parle de la communauté musulmane d'ici, on sous-entend ou on a un regard qui ressemble étrangement à la France. Alors moi, j'appelle ça le prisme français. Et j'ai discuté avec beaucoup de politiciens depuis 3 ans. Et dans les discussions individuelles, souvent, ils me lisent la France au fond. Ils ne connaissent pas la communauté musulmane d'ici. Et c'est assez présent aussi dans les médias, ce qui fait qu'il y a plein de perceptions fausses qui circulent. Et c'est un peu de ça que je vais parler avec vous, si vous voulez bien. Alors, les actes migratoires, première chose qui nous distingue de la France. Alors, ça sera un petit peu mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est de nous distinguer en quoi la communauté musulmane d'ici ou la population musulmane d'ici est différente de la France. Alors déjà, quand vous regardez le diagramme suivant, vous voyez que les couleurs les plus petites et qui montent vers les plus larges, c'est les décennies. Alors, vous voyez que dans les colonnes en vert en haut, c'est l'immigration récente. Alors, vous voyez déjà, au premier coup d'œil, que l'immigration musulmane ici est extrêmement récente. Ce n'est pas le cas de la France. Et déjà, il y a une chose qui va nous différencier de la France, au niveau psychologique au moins, c'est que quand l'immigration musulmane, qui est quand même assez ancienne en France, mais qui a duré tout le long du siècle, elle s'est faite en bonne partie pendant l'époque coloniale. Alors évidemment, la première génération a été marquée par un climat social qui n'était pas nécessairement avantageux. On est en pleine période où il y a encore des conceptions racistes qui circulent. C'est sûr que l'Européen s'estime légèrement supérieur au moins en termes de civilisation par rapport à d'autres continents. Alors évidemment, on immigre dans ce climat-là. Et nous, on a eu... Et elle a pu se faire un petit peu avant et après les indépendances. Alors forcément, déjà, on a un contexte en France qui était marqué, qui était contaminant, je voudrais dire, qu'on n'a pas ici forcément compte tenu du caractère récent de l'immigration. N'oublions pas que 25% des musulmans du Québec sont nés ici, ce qu'on oublie de dire très, très souvent. Ce sont vraiment les inaudibles de la communauté ici, si vous permettez que je prenne le mot communauté. Alors, autre chose qui nous distingue radicalement de la France, l'immigration maghrébine, disons, était beaucoup d'origine rurale, très majoritairement analphabète dans les années 50-60. Ici, l'immigration récente comme ancienne, d'ailleurs, c'est, disons le mot, c'est l'élite professionnelle qui a immigré, qui vient des villes. Alors, c'est tout à fait différent du modèle français. Vous voyez en blanc les gens qui ont émigré pour des raisons économiques. Alors, c'est la large majorité. C'est des professionnels qui viennent pour travailler. Ça concerne les femmes comme les hommes. Et dans la couleur foncée, brun foncé, ce sont les gens qui ont émigré, qui sont des réfugiés. Et ce sont souvent des gens qui ont quitté leur pays dans des situations de trouble, que ce soit des événements que vous connaissez d'Algérie, que ce soit le contexte des talibans d'Afghanistan, et ainsi de suite, ou encore la guerre civile au Liban. Mais très majoritairement, vous voyez bien dans les couleurs claires, les gens sont des professionnels qui ont émigré pour travailler.
Alors, autre cliché que j'entends constamment encore, c'est le fameux ghetto musulman. J'espère que vous savez où il est, sinon vous me le direz, je ne l'ai pas encore trouvé. Et alors, j'ai une carte ici, c'est pas très extraordinaire, je pense que nos lumières nous gênent un peu. Est-ce que vous voyez quand même un peu la carte? Bon, alors j'ai fait une distribution de la population musulmane. Chaque point équivaut à 1000 personnes. Alors oui, c'est quand même assez bien distribué à travers l'île, surtout Montréal qui est enfoncé. Si je appose les pourcentages, vous voyez que c'est autour de 10-15% dans les arrondissements du nord et du sud. Donc, c'est assez dispersé, beaucoup le long de certaines artères, des lignes de métro, avec des pourcentages par rapport à la population qui s'équivalent dans les arrondissements que je vous ai montrés. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas le modèle européen, ni même le modèle américain. Moi, je serai d'ailleurs pour davantage vous instruire, elle n'est pas là, sur la question du petit Maghreb et de la population maghrébine. Alors, je pris un cas, ici, c'est la population d'origine algérienne, non pas les musulmans, mais les Algériens. Et dans le cas algérien, vous voyez que c'est assez bien distribué à travers les arrondissements de la ville. Donc, s'il n'y a pas de ghetto musulman, il n'y a pas de ghetto non plus algérien. C'est tout à fait l'inverse du modèle français. Et quand on fait une étude, moi je serai pour en témoigner, pourquoi on demande aux Algériens pourquoi est-ce qu'ils se distribuent autant dans la ville? Il y a différents facteurs qu'il faudrait analyser. Je n'avais pas le temps de le faire, mais les facteurs économiques, aussitôt qu'on a un emploi, on va dans les quartiers de banlieue. Justement, ici, c'est recherché. Mais on tient à ne pas répéter le modèle français. Et ça, c'est encore peu de gens le savent. Quelle communauté? Alors, j'ai ici une carte avec les pays d'origine des musulmans du Québec. Alors, vous voyez que 25% viennent du Canada, sont ici. Vous voyez en vert les gens qui viennent des pays arabes, à peu près la moitié chez les immigrants. Les autres couleurs viennent d'autres continents. Et j'ai mis pour la fierté marocaine qui me semble prédominante, un petit logo pour montrer la population marocaine. Donc, les deux groupes dominants, c'est les Marocains et les Algériens. Donc, la moitié sont d'origine arabe, certes, mais ça, c'est une différence avec la France. La France est beaucoup plus monolithique, beaucoup plus maghrébin. Ici, c'est diversifié, ce qui empêche des enclavements sur une base ethnique, mais ça empêche aussi beaucoup de formes de cohésion et de cohérence dans la communauté. Il n'y a pas des sous-communautés sud-asiatiques, arabophones, turcs, ne se connaissent pas, ne savent même pas dans quel quartier de la ville ils se distribuent les uns les autres. Alors, donc, il y a une centaine de groupes ethniques. Alors, c'est quand même très différent du modèle européen. Les Arabes sont majoritaires. Ce n'est pas le cas du Canada anglais ou du reste de l'Amérique, donc c'est unique. Et il y a une grande variété ethnoculturelle, ce qui est contraire au modèle européen. Je parle de la France, mais c'est vrai aussi de l'Allemagne où les Turcs prédominent, ou la Grande-Bretagne où les Sud-Asiatiques prédominent. J'ai pris comme exemple les Juifs, puisqu'on aime bien le mot communauté, quitte à le critiquer. Bien, vous voyez que les Juifs aussi sont très bien, les Marocains sont très bien représentés parmi les Juifs du Québec. Et vous voyez que dans ce cas-ci, dans le cas juif, il est encore consternant d'entendre parler d'immigrants quand on parle des Juifs du Québec. Vous voyez que les 2 tiers ne le sont plus, souvent depuis des décennies. Alors, quand on parle de communauté, de ghetto, d'arrondissement et tout ça, j'ai pris 2 exemples, 2 arrondissements de la ville. Ici, c'est Saint-Laurent dans le nord de la ville. Vous avez une carte du côté de votre côté gauche qui montre la répartition des religions. Du côté droit, la répartition de ce qu'on appelle les minorités visibles. On n'aura pas le temps de la lire, bien entendu, juste pour vous signaler qu'il n'y a pas adéquation entre arabes et musulmans. Ça marche en France, ça ne marche pas ici. Pourquoi ça ne marche pas ici? Parce qu'à Saint-Laurent, une bonne partie des Arabes sont chrétiens. Ils viennent du Liban ou de Syrie. Alors, premier exemple, donc on ne peut pas faire l'adéquation entre les deux. Les cocktails ethniques sont très différents. Ça, c'est un arrondissement de la ville. Si j'en prends un autre, dans le sud, 7% de musulmans dans le sud-ouest et à peine 3% d'Arabes. Les Arabes ne sont même pas majoritaires, ce sont surtout des Sud-Asiatiques dans le cas du sud-ouest. Alors, adéquation, ethnicité, religion, au Québec, ça va proscrire comme concept, même si on y vient constamment.
Les fameuses réalités religieuses. J'ai fait c'est une recherche qui date depuis plusieurs années. J'ai fait la recension de tous les lieux de culte au Québec. J'en ai calculé 140. Je dis bien lieux de culte, c'est pas des grosses mosquées souvent. Souvent, c'est des lieux de culte d'à peine 200 places. Alors, à l'œil, on aura une heure de plaisir à l'étudier et à la lire, mais ça vous montre que quand on parle de communauté musulmane, ça n'a plus de sens. Il y a vraiment trop de branches de l'islam, d'obédience, de sensibilité. C'est presque incalculable et je n'ai pas encore fini de tout départager. Et c'est probablement, ça nous distingue aussi beaucoup de la France, notamment les pointes de tartan rouge qui représentent les branches de l'islam chiite. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas en France, par exemple. Alors, puisqu'on est du côté des perceptions, des pratiques, sachons que tout cet univers de mosquées, ces 140 mosquées du Québec, il y a simplement 15% qui les fréquentent assidûment, c'est-à-dire une fois par semaine. 85% n'y vont jamais ou épisodiquement pendant le Ramadan. Alors, pour les gens qui font l'adéquation que les mosquées, c'est le cœur de la communauté, peut-être au moins dans l'esprit pendant le temps des fêtes, mais il y a un décalage avec les réalités. Alors, j'ai mis sur la région de Montréal mes lieux de culte, je les ai dispersés, et pour n'importe quel néophyte, va dire « Ah, ben c'est beaucoup, donc les musulmans sont très religieux. » Et très religieux veut dire suspect ou dangereux. Hein? D'accord? À la limite, je pourrais dire ça pourrait indiquer ça, mais il faut décoder ce genre d'informations-là. Alors, il faut savoir que la plupart des lieux de culte en question, c'est des lieux de culte avec 100 personnes, 200 personnes, pas plus. Alors, déjà, ça explique un peu le nombre. Et l'autre raison souterraine, c'est celle-ci. Malheureusement, l'éclairage ne nous permet pas de bien voir. J'ai départagé toutes les branches de l'islam sur le terrain et aussi les appartenances ethniques qui peuvent être prédominantes ici ou là. Alors déjà, vous voyez que la raison d'être du grand nombre, c'est davantage l'éclivage ethnique dont on parle et l'éclivage confessionnel. Et on pourrait expliquer évidemment pourquoi ici ou là il y a une prédominance ethnique ou ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Turcs vivent dans un quartier, les Sud-Asiatiques vivent dans certains quartiers, les Libanais dans le Nord, les gens du Maghreb ailleurs, donc les sous-communautés ne se connaissent pas. Et par expérience, si vous demandez aux chiites libanais où est la mosquée chiite iranienne, eux-mêmes ne le savent pas. Alors quand on nous parle de communauté musulmane, on est vraiment dans une vision de l'esprit. Autre cliché, il me reste combien de temps, M. Dadès? 5 minutes. Merci. Alors, autre cliché, dans un colloque qui a eu lieu il y a 3 ans sur les femmes musulmanes, on s'entend que c'est un sujet très intéressant, ou les femmes azahara plutôt. J'ai entendu dans un colloque très sérieux qu'en Algérie, il y avait 90% d'analphabètes. La moitié de la salle était faite d'arabes et personne n'a réagi. Je trouve ça consternant. C'est des statistiques de 1960. Oui, il y a 50 ans, personne n'a réagi. Mais quand on dit des choses comme ça dans une grande public, ben c'est sûr que tout le monde gobe et tout le monde se fait une image de la communauté, donc d'où vient l'idée des perceptions. Autre idée qui avait été émise, c'est qu'il y a à peu près 8 enfants par famille chez les gens d'origine algérienne. Ben oui, mais il y a 50 ans, encore une fois, mais moi, ce qui me désole, c'est d'entendre ça dans un milieu scientifique et que je ne vois pas les Maghrébins réagir dans la salle. Alors, quelle est la réalité? Ben, vous voyez, en 62, là, j'ai pris l'exemple marocain. Le taux de l'indice de fécondité chez les femmes en 62, c'est 7,13. Donc, c'est pas loin de l'Algérie. En effet, il y a 50 ans. En 2006, c'est 2,3. Donc, on se rapproche banalement de l'Europe et de l'Occident. Alors, donc, il y a des gens qui sont en retard dans les nouvelles. Et l'indice de fécondité des musulmanes, ce n'est pas la même catégorie, mais pour voir là, si on a du comparable, ben, le taux de fécondité, c'est 2,4. Et c'est des chiffres qui ne sont pas encore très, très connus. Profil socio-professionnel, je vais y aller rapidement compte tenu du peu de temps qui me reste, mais l'image que les femmes sont... Alors, le mot que j'aime bien dire en classe, quand j'ai des jeunes filles d'origine maghrébine, c'est quoi le mot à coller à la jeune fille, à la musulmane? Disant cœur en rigolant, soumise, bien entendu. Ce qui y était collé à beaucoup de stéréotypes, dont de la femme qui ne travaille pas.
Alors, le schéma que vous avez ici, c'est que les figures en jaune, c'est les Maghrébines dans leur pays d'origine. C'est quoi le taux d'activité? C'est autour de 25 il y a 10 ans. Donc, une femme sur 4 avait un travail salarié. Et les mêmes ressortissantes d'origine maghrébine rendues au Québec, c'était 50 et plus. Alors, ça vous montre que les femmes qui sont quittées, c'est l'élite urbaine qui venaient pour travailler. Donc, arrêtez de nous parler sur du Maghreb, que j'aime beaucoup néanmoins, mais ce n'est pas la situation. Donc, ni la France, ni le Maghreb. Les taux d'activité ont même augmenté de 10 points en 10 ans. Donc, les jeunes, les enfants des immigrants sont aussi en masse sur le marché du travail. Donc, ça augmente beaucoup en dedans de 10 ans. Taux de diplomation, vous savez déjà, mais le grand public ne sait pas encore beaucoup, que le taux de diplomation des gradués universitaires sont en nombre exceptionnel. Donc, 40 des hommes ont un diplôme universitaire et 40 des femmes. C'est le double de la population québécoise. Alors, pour les gens qui ont encore le stéréotype de gens peu instruits, bien, vous voyez, il y a un décalage extraordinaire. Et vous le savez tous, vous, ici, les milieux universitaires le savent, l'État le sait, mais plein de politiciens ne savent pas, plein de gens dans les médias ne savent pas ça, malheureusement. Donc, pourriez-vous concevoir comme une force professionnelle? Je termine, M. Ladin, je veux respecter mes temps. Vous savez que les conditions de travail des gens qui sont musulmans au Québec ne sont pas faciles, ne sont pas données. Alors, il y a peut-être 3 groupes, il y a peut-être 3 destins. Ceux qui sont au chômage, comme vous savez, ceux qui trouvent des bons emplois, des bons postes, et puis ceux qui sont entre les deux, qui trouvent un poste, un emploi, mais qui sont déqualifiés. Alors, c'est sûr que l'ingénieur qui avait le chauffeur de taxi n'est pas chômeur, mais il est déqualifié. Alors, il faut savoir que dans les colonnes que je vous ai montrées, les cylindres, ça montre les secteurs d'emploi dans lesquels sont embauchés les femmes et les hommes. Et vous voyez que dans les couleurs, ce sont quand même des secteurs, des professions où les gens sont quand même assez bien rémunérés. Alors, quand même, ça ne va pas si mal, c'est pas tout à fait l'Europe là-dessus. C'est même pas du tout l'Europe même. Et ça se différencie selon les groupes ethniques. On pourrait étudier ça, mais on ne le fera pas. Puis la bonne nouvelle que j'ai, c'est que ça s'est amélioré beaucoup en dedans de 10 ans. Alors, de plus en plus, les musulmans ont trouvé un emploi dans des secteurs bien rémunérés et encore des postes d'autorité. Je laisse tomber ça, je vous dis tout de suite, juste que si on fait l'étude des groupes ethniques, que ce soit sénégalais, algériens, libanais, tout ça, on découvre les niches professionnelles ne sont pas forcément les mêmes. Alors, non seulement les citoyens qui constituent la soi-disant communauté musulmane, non seulement ne vivent pas dans le même quartier, ne parlent pas la même langue ni la même langue seconde, mais ils ne sont même pas dans les mêmes emplois très souvent. Alors, ça vous donne une idée à quel point la communauté ici, où la population elle est éclatée. Je termine là-dessus, le chômage, le fameux problème de fond. Alors, vous voyez que ma présentation nous aide à penser la population musulmane du Québec et à voir à quel point elle est si différente de ce qui se produit en Europe et que le modèle du ghetto français des banlieues n'a plus de sens, même si je le vois encore dans les journaux, de temps à autre. La seule chose qu'il y a en commun entre la population musulmane et celle de la France, il y en a 2. La langue. Alors, je n'ai même pas parlé de la langue pour ne pas vous insulter, mais le québécois, je suis obligé de leur dire que 80-90% des musulmans parlent français. Je suis obligé de leur dire. Vous le savez, donc je n'en ai pas de vous montrer de statistiques là-dessus. L'autre phénomène commun, même si les causes sont tout à fait différentes, c'est le chômage, malheureusement. Ça nous ramène à nos sujets d'hier d'inquiétude. C'est la base. Si les gens... Alors, je vais prendre le terme de Bachra, c'est par là que commence l'insertion professionnelle et sociale, c'est par le biais du travail. Alors, la bonne nouvelle, la voici, c'est que le taux de chômage, la mauvaise, vous la connaissez déjà, le taux de chômage est sidéral. Alors, il y a 10 ans, les hommes musulmans chômaient à la hauteur de presque 23% et les femmes à 23% aussi. Maintenant, il a beaucoup baissé en dedans de 10 ans. C'est la bonne nouvelle que j'avais à vous offrir, c'est que les hommes sont passés de 23 à 16 et les femmes de 24 à 19. C'est encore beaucoup trop.
Mais quand même, ça montre que l'État du Québec a mis l'épaule à la roue, les institutions musulmanes ont travaillé fort pour faire avancer le dossier, mais c'est encore trop. Et je termine sur ce chiffre. Là, vous voyez, ça se peut, une musulmane voilée punk. Je voudrais un petit peu jouer avec les stéréotypes. Là. Et je donne des chiffres ici qui vont être publiés demain dans une revue qui est un bouquin qui s'appelle l'État du Québec. Et l'article, ça va s'appeler Diversité religieuse, visibilité des lieux de culte et invisibilité des jeunes. Je pense que c'est dans l'air du temps parce qu'on nous parle constamment aussi des lieux de culte qui sont inquiétants. On en a parlé constamment de ce qui se passe dans les lieux de culte et ainsi de suite. Donc on en parle beaucoup, ils sont très visibles, mais on ne parle pas et on n'entend jamais parler des jeunes. Alors, moi je trouve que c'est une brutalité, c'est une violence quand on regarde le chiffre que je vais vous montrer. Donc vous voyez ça serait intéressant d'étudier les chiffres plus avant, mais on n'est pas dans un cours. Mais en jaune, vous avez toutes les appartenances religieuses, puis j'ai distribué le taux de chômage selon l'âge. Alors, si on regarde les musulmans, bien, les jeunes qui ont entre 15 et 24 ans, le taux de chômage est de 23 %, alors que la moyenne des gens du même âge, 15 à 24 ans, c'est de 12. C'est 2 fois plus. Alors, c'est là où on en vient avec notre sujet. Votre génération, pour la plupart qui est des immigrants, vous avez sacrifié une partie de votre vie, vous aviez tenu le coup, vous saviez qu'il fallait peut-être changer même de profession. Les enfants ne l'acceptent plus. Alors, quand un jeune qui a vécu ici, qui a eu sa scolarité ici, qui sait ou qui découvre, qui comprend que le jeune du même âge a 2 fois moins de chances d'être chômeur que lui, ben, et alors qu'il voit que ses parents ont subi une déqualification professionnelle, père ingénieur devenu chauffeur de taxi, c'est même pas un cliché, hein, c'est quand même un micro-cas connu, ou encore la mère qui devait être enseignante d'université, qui est devenue propriétaire d'une garderie d'enfants, ben, on est révolté. Et puis, quand ça nous touche soi-même, ben, on peut comprendre ce que ça donne. Donc, ces chiffres-là vont paraître demain, mais je pense que ça vous donne une espèce d'idée là, de l'évolution des choses. Donc, grosso modo, en effet, on n'a à peu près rien de commun avec la France, sauf le chômage, et c'est là que ça peut éventuellement nous destiner vers un horizon moins intéressant, mais on n'a pas le droit d'aller là parce qu'on a trop d'outils et trop de qualifications autour de nous pour nous rendre là. Mais il faut bouger. Merci. Alors, vous avez tous reconnu Frédéric Castel. Il n'est jamais là où on l'attend, mais là où il se trouve, il apporte toujours du nouveau. On lui demande de parler des perceptions et des pratiques. Il arrive avec un travail statistique, scientifique, rigoureux, inédit. Et pour cela, il faut le remercier. Merci.